Please. Merci. Donc, l'orateur avant moi, l'honorable Toussaint, a demandé à l'honorable Boda de se dissocier de commentaires qui auraient été tenus lors d'une réunion de la plateforme de l'espoir, des commentaires donc sur sa tenue vestimentaire. À travers vous, Monsieur le Président, j'aimerais lui demander, est-ce que lui s'est dissocié des nombreux propos insultants tenus par ses collègues? Colons, enfants, bouffons, cite aux garçons de papa, bachara, alpha actrice. Tous ces commentaires ont été proférés lorsque l'honorable Toussaint était ministre. S'est-il déjà une seule fois dissocié de tous ces propos prononcés par ses collègues de la majorité? L'honorable Siwok Singh a confirmé qu'il faisait partie de ceux qui n'avaient pas hésité à dire qu'elle n'aurait même pas été recrutée par l'industrie cinématographique. Et il ose aujourd'hui venir nous faire la leçon. Donc, je comprends que c'est uniquement quand lui est concerné qu'il faut se dissocier. Attention, Monsieur le Président, je ne veux surtout pas banaliser les insultes, surtout pas, mais je trouve que cette attitude est un peu égoïste et je souhaiterais que le ministre, désormais, donne l'exemple lui-même en se dissociant à l'avenir lorsque ce genre de propos insultants sont proliférés par ses collègues. Je tenais à préciser cela, Monsieur le Président, même si cela n'a rien à voir avec le budget et même si ce n'était visiblement pas très important, puisqu'on m'a fait remarquer que les internautes ont surtout retenu que le ministre a confirmé que son slip est bel et bien orange. Mais ça, ce sont pour les internautes. Nous vivons, Monsieur le Président, des moments inédits dans notre jeune démocratie. Je me joins à tout ce que mes collègues de l'opposition ont fait ressortir avant moi sur ce budget 2022-2023, particulièrement en ce qui concerne le manque de vision de ce gouvernement, dont l'horizon, vraisemblablement, ne va pas plus loin que la prochaine échéance électorale, qui est 2024. Faute de vision, faute de direction, ce gouvernement va dans tous les sens, accumule les incohérences, au point que certaines mesures, pourtant au départ pas mauvaises, perdent de leur substance. Par exemple, à travers ce budget, le gouvernement veut diminuer nos émissions de carbone en encourageant l'achat de véhicules électriques. Sauf que, pour la majorité, ils seront rechargés pour l'heure avec des énergies fossiles. Donc, du pareil au même. Et l'objectif d'atteindre 60% d'énergie renouvelable en 2030 est bien loin d'être atteint, puisque nous dépendons encore aujourd'hui à 80% des énergies fossiles. Ce gouvernement met donc la charrue avant les bœufs et n'a clairement aucun plan sérieux pour la décarbonisation de la production électrique. Je vais, pour ma part, m'attarder un peu plus sur cette question des véhicules électriques et de la transition énergétique. En effet, Monsieur le Président, l'annonce faite en grande pompe, selon laquelle les véhicules électriques et hybrides sont désormais duty-free, est à mon sens une mascarade, autrement dit une comédie hypocrite. D'abord, parce que le gouvernement s'était engagé dans un programme de décongestion de nos routes. Or, il vient ici encourager l'achat de nouveaux véhicules. Nous avons déjà plus de 622 988 véhicules enregistrés sur nos routes, dont 685 véhicules électriques et 21 246 hybrides, selon la National Land Transport Authority. Et selon Statistics Mauritius, notre taux de croissance du parc automobile est de 5% par an, ce qui n'est pas soutenable, bien évidemment, pour une petite île comme la nôtre. Et il faut ici rappeler que la raison pour laquelle la population achète de plus en plus de véhicules automobiles, alors que dans les pays développés, la tendance est inverse, c'est simplement parce que les investissements qu'il fallait faire n'ont pas été faits pour que le transport public puisse répondre aux attentes des Mauriciens.
Pendant longtemps, nous avons demandé des bus lanes. Pendant longtemps, nous avons demandé à ce que les bus de la compagnie nationale soient mieux entretenus. Rien n'a été fait. Et ensuite, Monsieur le Président, parce que cette mesure concernant les véhicules électriques, telle que proposée par le gouvernement, n'est donc pas si écologique comme je l'ai expliqué. Elle est censée avoir comme objectif celui de réduire nos émissions carbone, sauf que, comme je l'ai dit, les batteries des voitures électriques ou hybrides seront rechargées avec des énergies fossiles, avec de l'énergie dite pas propre. Donc le problème de fond reste le même. Comment va-t-on phase out du charbon? Ce budget ne nous dit pas, et la charrue est mise avant les bœufs. Il aurait fallu planifier sérieusement la décarbonisation de la production électrique avant et prévoir les infrastructures pour la recharge des véhicules électriques avant d'aller encourager l'achat de tels véhicules. Les stations de recharge publiques sont inexistantes, et ne parlons même pas des centres de recyclage pour les batteries, cela n'existe pas. Il y a donc clairement un manque de planification. Et nous avons donc ici un double défi, celui de décarboner la production électrique, tout en la multipliant, en même temps, approximativement par 2 d'ici 2050, pour pouvoir couvrir le marché de la mobilité si on veut qu'il soit durable. D'autant plus que la vente de voitures électriques, à titre d'information, est passée de 3 véhicules en 2012 à l'achat de 244 véhicules en 2021. Et cela continuera évidemment sur cette lancée. Donc dans ce scénario, d'emblée, les 435 MW supplémentaires préconisés dans le budget pour atteindre 60% d'énergie renouvelable d'ici 2030 ne seront clairement pas suffisants pour relever ce double défi et rendre durable le marché de la mobilité. D'ailleurs, comme l'a soulevé l'honorable Asia Warden à juste titre, ce n'est même pas 435 MW qu'il nous faut atteindre, mais 715 MW, puisque même si les mathématiques n'ont jamais été mon point fort, il me semble que 60% de 1196 MW font 715 MW et non pas 435 MW comme stipulé au paragraphe 182 du discours du budget. Donc, c'est 715 MW supplémentaires qu'il nous faut en termes d'énergie renouvelable. Et là encore, si je me base sur le chiffre actuel de 165 MW d'énergie renouvelable annoncé dans le budget, et non pas les 295 MW d'énergie renouvelable annoncés par l'honorable Jonga en mai dernier. Avec toutes ces erreurs de calcul, on regrette presque l'ancien grand mathématicien du MSM, M. Ratner. Pas de chance pour lui, on dirait qu'il a trouvé son remplaçant. D'ailleurs, l'honorable Toussaint aussi cherchait un grand mathématicien, je le référerai à son collègue de parti. Mais plus sérieusement, Monsieur le Président, si ce gouvernement n'est même pas capable de savoir où est-ce qu'on en est, comment veut-il que la population le croie quand il dit qu'il sait où il veut l'emmener? La transition énergétique ne se fera pas au petit bonheur, Monsieur le Président, et on ne peut malheureusement accorder aucune crédibilité au Green Package Energy annoncé. La ferme solaire à Henrietta est annoncée année après année. Les batteries pour le stockage d'énergie. L'an dernier, le budget annonçait l'achat de batteries pour une capacité de stockage de 40 MW. Il y a un mois, l'honorable Jonga a annoncé qu'il n'y a en réalité qu'une capacité de stockage de 18 MW. Donc, un an après avoir annoncé 40 MW. Et cette année, le budget vient cette fois-ci annoncer l'installation de batteries pour un stockage de 20 MW. Les 10 Gas Insulated Switchgear du budget dernier, indispensables pour permettre aux énergies renouvelables d'entrer dans le réseau, n'ont jamais été achetés. Ou encore, comment croire cette année dans les 20 milliards d'investissements annoncés et attendus du secteur privé, alors que ce gouvernement n'est même pas capable de régler le problème avec Terra-Gène? Comment le gouvernement veut paraître sérieux
dans la transition énergétique alors que les projets ne sont pas implémentés et que ces chiffres sont erronés, comme je viens de l'expliquer. Et je le redis, en ce qui concerne les véhicules électriques, il aurait fallu d'abord planifier la transition énergétique et ainsi d'abord commencer à voir les recharger avec de l'énergie propre. Dans le budget de l'an dernier, le gouvernement avait permis d'acheter les véhicules électriques avec des panneaux solaires de 10 MW, sans avoir besoin d'un permis de la CEB. Faute de production électrique dite propre, cette solution était une alternative correcte. Sauf que cette mesure a disparu et fait place uniquement à 5000 kits solaires photovoltaïques de 9 MW à être installés sur les toits. Donc c'est une mesure qui est pour tous, pas précisément pour les propriétaires de véhicules électriques. Et en plus, ces panneaux solaires sont très coûteux. Et même s'il est démontré qu'ils sont effectivement rentables sur la durée, le Mauricien ou la Mauricienne lambda ne pourra pas mettre 250 000 roupies sur la table d'un seul coup, ou même prendre encore un prêt pour l'achat d'un panneau solaire, puisqu'ils auront sûrement dû en prendre pour l'achat du véhicule électrique lui-même. Donc un deuxième prêt n'est pas envisageable dans ces circonstances. Et c'est à se demander, Monsieur le Président, si cette mesure ne serait pas faite uniquement pour les nantis. Il faut démocratiser l'accès à l'énergie propre. Le gouvernement aurait dû donc aider davantage les familles à se procurer des panneaux solaires photovoltaïques. Le gouvernement aurait dû subventionner entièrement ces panneaux solaires pour les familles qui gagnent moins de 50 000 roupies, par exemple. Et la CEB gagnerait en récupérant l'électricité produite en excès par ces familles qui, elles, économiseraient à leur tour sur le long terme. Monsieur le Président, on ne peut pas parler de véhicules électriques ou de transition énergétique sans parler des batteries. J'ai évoqué le problème de stockage des batteries un peu plus tôt, mais nous avons encore un autre bémol, puisque certains métaux précieux sont importants pour la production des batteries. Mais trop souvent, leur mode d'extraction et de traitement joue un rôle majeur dans les atteintes aux droits humains et à l'environnement. Il ne faut donc pas minimiser cette face cachée de la transition énergétique et prendre les mesures qui s'imposent. La demande pour ces métaux précieux, comme le lithium, qui permet de conserver l'énergie dans les batteries, ou le cobalt, va être multipliée par 40 d'ici 2040, selon l'Agence internationale de l'énergie. Il faut donc être vigilant. Et le gouvernement doit imposer aux entreprises locales de s'approvisionner de manière responsable. Les batteries peuvent occasionner d'autant plus de problèmes environnementaux, étant donné que rien n'est prévu jusqu'à l'heure pour les recycler localement. Cela étant dit, il faut noter que les batteries de voitures électriques ont 8 à 10 ans de garantie, donc supérieure à une voiture thermique. Et la batterie au-dessus de 9 ans conserve sa capacité de stockage, même si elle ne propulse plus comme voulu. Donc, il y a la possibilité de réutiliser les batteries de véhicules électriques pour stocker l'énergie solaire, par exemple, et il faudrait aller dans ce sens, c'est-à-dire avoir l'approche cradle to cradle. Cette approche représente une étape importante vers la transition d'un système linéaire à un système cyclique sans nuire à l'environnement. Le premier principe de cette approche, cradle to cradle, c'est-à-dire où tout est un nutriment pour autre chose, peut être en effet utilisé dans la chaîne de valeur des véhicules électriques. Le biomimétisme est ici essentiel. La technosphère devra imiter la nature. Éliminer la notion de déchet signifie que les objets et les produits doivent être conçus dès le départ sur le principe que les matériaux utilisés ne doivent pas finir dans les décharges. Et à titre d'information, il existe désormais des batteries à base de sel qui ont une durée de vie de 25 ans. Lorsqu'elle perd sa capacité d'énergie, il est possible de retirer le liquide qui est dedans, donc de retirer le sel, et le remplacer par un nouveau sel, et la batterie est à nouveau utilisable pour 25 ans. Cela existe déjà aux États-Unis à grande échelle, et on espère que ce sera disponible rapidement à Maurice. Et dans ces cas de figure, la crainte du recyclage ne se poserait donc pas. Mais que propose le gouvernement pour tendre dans cette direction ? Puisque dans un contexte d'urgence climatique
et dans un souci de préserver l'environnement, il ne s'agit pas uniquement de réduire les émissions de carbone durant les trajets des véhicules, mais il s'agit aussi et surtout de considérer l'impact environnemental des véhicules depuis leur fabrication jusqu'à leur fin de vie. Et c'est cela, justement, qu'on appelle la mobilité durable, une vraie mobilité durable, en tout cas. Et une vraie mobilité durable, y compris donc à travers les véhicules électriques chargés avec une énergie propre, serait non seulement bénéfique aux usagers, aux consommateurs et à l'environnement, mais attirera aussi les visiteurs, puisque ça influencera positivement notre diplomatie économique et environnementale. Nous pouvons devenir une référence mondiale, mais quel transport prendront les visiteurs quand ils viendront à Maurice? Les taxis, oui, mais surtout les bus. Donc il faut se donner les moyens de devenir cette référence mondiale. Or, l'an dernier déjà, l'augmentation de 1,2 million de roupies à 1,5 million de roupies des subventions annoncées par le ministre des Finances pour les propriétaires des autobus était déjà dérisoire. Et cette année, ils ont carrément été oubliés. Des prêts sont proposés aux opérateurs de taxis et de vannes au paragraphe 207 du discours du budget, mais rien pour les propriétaires de bus. Maurice peut devenir une référence en termes de mobilité durable. La technologie est là et l'offre foisonne, mais il faut une réelle volonté politique et des décisions courageuses qui ne sont pas là. Par exemple, le gouvernement pouvait réglementer pour que les familles gagnant moins de 50 000 roupies puissent bénéficier de subventions entièrement pour l'achat de panneaux solaires. Ou bien qu'est-ce qui empêche le gouvernement de décider qu'il n'y ait plus aucun véhicule du service public qui ne soit électrique et rechargé à l'énergie propre? L'exemple doit venir du gouvernement avant tout, mais comment montrer la direction quand le gouvernement ne sait pas lui-même où il va? D'ailleurs, presque en même temps que le Premier ministre a annoncé au World Leaders Summit à la COP26 l'an dernier que le gouvernement veut promouvoir l'utilisation de véhicules électriques, de l'autre côté, la compagnie de transport national lançait un appel d'offres pour acheter 24 autobus roulant au bon vieux diesel polluant. Alors même que dans le budget l'an dernier, le ministre des Finances annonçait l'achat de 25 autobus électriques et qu'au final, il n'y a qu'un seul qui aura été acheté. Donc, comment croire cette année à l'achat de 200 bus électriques? Le bruit et la pollution des moteurs diesel des autobus se feront donc entendre et sentir pendant des années encore, que ce soit pour les passagers et les autres citoyens, puisque d'autres propriétaires d'autobus viennent d'en commander de nouveaux eux aussi, car n'ayant pas été suffisamment sensibilisés, n'ayant pas été suffisamment soutenus pour se procurer des autobus électriques et puisque de nouvelles routes continuent encore d'être construites un peu partout à travers le pays. Au final, tout comme cela n'a pas de sens de promouvoir d'un côté les véhicules électriques pour soi-disant diminuer nos émissions de carbone, alors qu'il n'y a pas de plan d'action sérieux pour la décarbonisation de la production électrique qui rechargera ces voitures, cela n'a pas de sens de faire croire aux salariés qu'ils bénéficieront de 1000 roupies, alors que de l'autre main, de l'autre côté, le double leur sera pris sous forme de taxes. Monsieur le Président, nous avons un vrai problème de sens. J'ai utilisé ce mot à plusieurs reprises. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un point où tout semble dissonant. Je vais vous faire une liste non exhaustive de cette perte de sens. Cela n'a aucun sens d'investir 22 milliards dans le métro express pour diminuer la congestion routière, alors que, comme je viens de le dire, de l'autre côté, le gouvernement continue de construire des routes, même dans les villes. Cela n'a aucun sens de vouloir diminuer nos émissions de carbone si, de l'autre côté, ce gouvernement veut aller extraire du pétrole. Cela n'a aucun sens de dire vouloir préserver notre biodiversité marine et vouloir en même temps aller exploiter
des zones qui devraient être protégées, comme Saya de Mala. L'honorable ministre Modou n'a d'ailleurs même pas pris la peine de répondre aux interrogations des orateurs avant lui par rapport à Saya de Mala. En tant que jeune parlementaire, Monsieur le Président, j'ai envie de dire quelle déception. J'ai pris la peine d'écouter cet orateur. Pendant 1 heure, j'ai perdu 1 heure de ma vie. Quelle déception d'entendre un ministre de la République prendre 50 minutes, précieuses minutes de la Chambre pour faire de la politique politicaille plutôt que de parler de son ministère. Et je regrette qu'il ne soit pas là. Pire, les 10 dernières minutes uniquement étaient consacrées à ressasser les mesures du budget qui concernaient son ministère et par conséquent, ayant écoulé le temps qui lui était alloué, qu'a-t-on entendu comme conclusion? 2 mots. 2 mots en guise de conclusion parce qu'il était pressé par le temps. Ces 2 mots étaient « à la baiser ». Vous pouvez l'entendre sur toutes les radios en ligne, Monsieur le Président. Ces 2 mots ont été clairement entendus par tous les internautes et c'était la conclusion donc, de son discours plutôt que de parler de son ministère. Il a manqué de temps pour cela. Finalement, pour rappel, dans un passé pas si lointain, le 26 octobre 2021, plus précisément, l'honorable Modou m'avait défini comme un enfant. Monsieur le Président, heureusement que les enfants que je suis, selon lui, ne prend pas exemple sur le grand ministre qu'il pense être. Heureusement que j'ai des meilleurs, que les enfants que je suis a de meilleurs exemples que ça à suivre. Et même si une telle grossièreté n'aurait jamais dû être prononcée dans cette Chambre, ces 2 mots résument bien la situation. Ces 2 mots prononcés par l'honorable Modou, à la baiser, résument bien l'état d'esprit dans lequel ce gouvernement est et expliquent que tout ce qu'il entreprend n'ait donc aucun sens. Et je continue avec ma liste. Nous avons entendu le ministre en question vanter la plantation de quelques mangliers. Mais là encore, cela n'a aucun sens quand on voit de l'autre côté les mangliers être saccagés par des projets aux 4 coins de l'île. L'autre fois, je parlais du massacre des mangliers à Saint-Martin. Mais cette fois, j'ai pu faire encore ce constat au Barachois de Maillebourg. Oui, là-bas aussi, des mangliers sont en train d'être endommagés sans aucune autorisation, puisque selon mes informations, un proche du ministre occupe le Barachois sans aucune licence, si je me fie à la correspondance F/7532/14T, émise par son propre ministère. Je cite « The renewal of the lease for the occupation of the Barachois at Cité-Lachaud, Maillebourg cannot be considered at this point of time. Once the Barachois policy will be finalized, you will be informed accordingly. » Mais, au paragraphe suivant, le ministère lui permet malgré tout d'occuper et de continuer ses activités dans le Barachois. Je cite « However, in the meantime, you are still allowed to carry out your activities on the existing terms and conditions for the allocation of the Barachois. » Monsieur le Président, c'est quoi ça? C'est quoi exactement? Déjà, lorsque ce monsieur avait occupé les lieux et commencé à installer des barrages en 2019, les pêcheurs de Maillebourg se demandaient comment se faisait-il qu'il ait pu obtenir un permis aussi rapidement, alors que les pêcheurs essayent vainement depuis des années d'obtenir un permis pour y faire de l'aquaculture. Et avec une telle lettre émise par le ministère de l'honorable Modou, c'est comme si que le propriétaire d'une maison choisissait de ne pas renouveler le contrat de location, mais tout en permettant au locataire de garder les clés de la maison et de continuer à y habiter. Est-ce que c'est de cette façon que les 6 autres Barachois annoncés par le ministre seront gérés? Et ensuite, juste avant, moi j'entendais l'honorable Toussaint dire qu'il faut arrêter, il faut que l'opposition arrête avec ces histoires de petits copains-copines.
Mais comment est-ce qu'on est supposé appeler ce cas-là, Monsieur le Président? Comment est-ce qu'on est supposé appeler ce cas-là avec de tels privilèges? Est-ce que ce n'est pas protéger un petit copain? Donc j'espère que l'honorable ministre viendra nous éclairer et que ce n'est pas de cette façon que les ciseaux de Barachois, la création des ciseaux de Barachois qu'il a annoncé, seront gérés. En tout cas, nous veillerons au grain et je demande donc au ministre responsable de se pencher sur ces travaux qui endommagent actuellement tout un écosystème et qui sont en train d'enfreindre la section 69 du Fisheries Act. J'ai les photos là que je dépose sur la chambre, sur la table. Pardon. Je lui demande également de bien vouloir rencontrer les pêcheurs de l'endroit qui souhaitent comprendre ce qui est en train d'être fait et savoir pourquoi ils n'ont plus accès au Barachois, contrairement à l'ancien occupant qui visiblement fait la pluie et le beau temps alors qu'il n'a même pas de permis à jour. Cela n'a aucun sens aussi, Monsieur le Président, de prétendre vouloir protéger l'environnement et de permettre en même temps la déforestation à Chamarel, à la Flora, etc., alors que les arbres sont nos puits de carbone et nous aident à lutter contre les conséquences du réchauffement climatique, y compris contre les inondations. Et en parlant d'inondations, cela n'a aucun sens de continuer à voter des milliards pour la construction de drains si de l'autre côté, le gouvernement continue de bétonner les zones écologiquement sensibles et permettre les constructions sur les wetlands comme à Belle-Ombre en ce moment même. Tout comme cela n'a aucun sens de vouloir réhabiliter nos plages, mais de l'autre côté, de continuer de permettre les développements fonciers sauvages et permettre de couper nos montagnes, ce qui diminue la capacité de protection de nos côtes contre les conséquences du réchauffement climatique. Cela n'a aucun sens de prétendre un investissement dans la population sans rendre l'accès à la justice plus accessible. 10,9 milliards à la police, mais rien au judiciaire, alors que l'île Maurice a été choquée par les vidéos de torture récemment et que rien n'est prévu dans ce budget pour la Police and Criminal Evidence Act. Pourtant, plus que jamais, un encadrement est nécessaire. Plus que jamais, l'utilisation de bracelets électroniques est une nécessité et n'est toujours pas une réalité malgré le gros mensonge fait aux Nations Unies en 2017. Je cite dans le rapport des Nations Unies sur la torture, à la page 5, je cite, « Pour ce qui est des mesures alternatives à la détention, la délégation a fait savoir que la pose de bracelets électroniques est assez courante à Maurice. » Gros mensonge. Gros mensonge. Et la délégation était dirigée par l'honorable Gobin. Une honte. Tout comme ce gouvernement, Monsieur le Président, je vais terminer dessus, tout comme ce gouvernement a jeté de la poudre aux yeux des Nations Unies, il saupoudre des réformes de fond avec des mesurettes et prend la poudre d'escampette. Merci, Monsieur le Président.